Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdel-Fadel. Luc, plaisir de te retrouver, cher ami, et surtout après cette fin de semaine où il y a eu, on le souhaitait tous, la libération de plusieurs otages, des otages israéliens qui étaient retenus depuis près de 50 jours par le Hamas. Certains ont pu retrouver leur famille et ça continue aujourd'hui. On apprend d'ailleurs que cette trêve va être allongée de 2 jours. Comment t'as vu ça d'un point de vue médiatique? Parce que j'ai l'impression qu'on a assisté à beaucoup de pièces de théâtre, là, le monde qui monte dans les camions, qui sont emmenés en Égypte, puis ensuite en Israël. Pas beaucoup d'infos sur leur état de santé non plus. Non, mais oui. C'est ça, c'est comme un oui. Selon ce qu'on sait à l'heure actuelle, il n'y a personne qui a été torturé, ça c'est évident. D'après tout ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement des endroits, parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit, où ils ont carrément manqué de nourriture. Oui, ils mangeaient 1 fois par jour. Ils mangeaient 1 fois par jour, puis presque rien. Ouais. Mais c'était pas le cas partout. Ensuite, d'après ce qu'on sait et qu'on voit, les enfants ont été remarquablement bien traités. Là. J'ai pas de... Comprenez-moi bien, j'ai pas à défendre d'un côté ou l'autre. Dans les circonstances d'une prise d'otage. Parce que, j'ai passé le week-end à regarder ça, un peu fou comme je suis, un peu, comment on appelle ça, news junkie. Là, je suis un news junkie. D'abord, hommage à CNN, qui était un réseau d'information. C'est le premier grand réseau d'information 24 heures par jour. Mais ça avait beaucoup diminué comme qualité, comme rythme et tout. Ah, mais là, ils se sont repris. Leur couverture de cette guerre est absolument renversante par le déploiement logistique. Et oui, étonnamment, également par leur contenu. Évidemment, dès le départ, quand tu vois des Israéliens qui ont été libérés, enfin, les otages libérés n'ont pas encore pris la parole. Des membres de leur famille ont pris leur parole. Sauf une soldate israélienne qui a pris la parole et qui a dit qu'elle avait manqué de rien. Mais je reviens à CNN. Ils ont laissé de la place à des gens pro-palestiniens. Ils ont même diffusé à 2 reprises une espèce de spécial d'1 heure sur qui est le Hamas. Qui sont ces gens-là? Et il y avait beaucoup de commentateurs américains qui n'avaient jamais été placés, j'imagine, dans une situation comme celle-là, ce qui leur a permis de dire ce qu'ils savaient. Par exemple, je pense à Fareed Zakaria, qui est une des vedettes de CNN. Bon, à un moment donné, pendant 7 heures sur le Hamas, il y a des gens qui disaient, l'apartheid qui est en place en Israël, puis là, tout le monde rejette ça, tout ça. Zakaria, qui est un gars extrêmement modéré, qui est très branché sur Israël, de toute évidence, qui en connaît plusieurs personnellement, parce que c'est un professeur, comme tu sais, Zakaria, il possède un PhD de Harvard. Je pense qu'il enseigne plus, mais c'était ça au départ, c'est un intellectuel. Il a l'air à connaître beaucoup de gens des 2 côtés. Et il a dit, oui, pourquoi j'insiste pour dire ça? C'est un peu décousu, mes propos. C'est que le président Biden, un certain nombre d'Israéliens, prennent la parole pour dire qu'il faut revenir à la solution à 2 États. Et Zakaria et d'autres disaient, mais il n'y aura pas de solution à 2 États si les conditions demeurent les mêmes. Écoute, je vais donner un exemple. Il y a, à l'heure actuelle, près de 10 000 Palestiniens qui sont dans des prisons israéliennes. Et sur les 10 000, il y en a 3 800 qui n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. Pas subi de procès? Qui n'ont jamais subi de procès, qui n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur. On ne sait même pas où ils se trouvent. Mais on dit que c'est des détentions administratives. Ils appellent ça des détentions administratives, qui est l'envers de la démocratie, parce qu'à la base de la démocratie, et ça remonte à la grande charte du Moyen-Âge, 1200 quelque chose en Angleterre, la fameuse Magna Carta, l'idée de l'habeas corpus. L'habeas corpus qui est au cœur de notre droit criminel ici et dans les pays démocratiques, ce que ça dit, si on veut le résumer de façon pas caricaturale, mais simple, c'est que si tu détiens quelqu'un
à l'intérieur d'une très courte période, tu dois nous amener cette personne, qu'on la voie, pour voir si elle a été battue, si elle a été torturée, et ainsi de suite. Et tu dois annoncer à cette personne la raison pour laquelle elle est en état d'arrestation. Il y en a 4000 et parmi... Parce que les chiffres des libérations, c'est qu'il y a 58 otages qui ont été libérés par le Hamas et 117 détenus palestiniens qui ont été libérés depuis vendredi. Sur les 117, il y en a plus de la moitié qui ont moins de 18 ans. Ce qu'on appellerait ici des enfants, 14 ans, 15 C'est drôle, ans. pourquoi on dit toujours qu'ils ont moins de 18 ans puis on dit pas juste des enfants ou des C'est mineurs? Non, mais écoute, entre toi et moi, la différence entre quelqu'un de 17 ans et quelqu'un de 4 ans, c'est quand même quelque chose. Mais ça reste toujours un mineur. Ça reste un mineur. Et ça aussi, c'est comme... Écoute, ta conscience est comme constamment provoquée parce que tu les vois, les détenus palestiniens qui ont été libérés, ils arrivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, et là, on les accueille comme des héros, puis il y a des défilés, puis ils font aller des drapeaux et tout, et c'est encadré par l'armée israélienne prête à tirer dans le tas n'importe quand. Ils en ont tué 350 depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Mais ça compte pas. Ouais, ça compte pas, mais écoute, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose qui fait que, par exemple, Herzog, le président israélien, moi, c'est un président au sens de notre gouverneur général, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a les pouvoirs Symbolique. sont un peu plus que symbolique, parce qu'il est élu au suffrage universel quand même. Herzog est un homme assez impressionnant quand il donne une entrevue et tout. Et lui-même commence à dire... Avant de s'aventurer sur la piste des deux États et tout ce que vous voulez, il faut qu'on s'assoie puis qu'on revoie tout ce qui se passe dans ça. Est-ce que cette guerre catastrophique aurait servi ultimement à déclencher quelque chose qui va finir peut-être par régler quelque chose? Là? Parce que, n'oublie pas que depuis l'opération terrestre, l'invasion terrestre d'Israël, c'est-à-dire il y a à peu près 35 jours, il n'y a pas de caméra de télévision qui pénètre là. Les seules vidéos qu'on voit de ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, c'est des gens avec leur téléphone qui réussissent par des réseaux. Quand ils ont Internet et quand ils ont du réseau, puis quand ils... Mais j'allais dire quelque chose, tu m'as fait perdre mon idée, mais en je fait... fais toujours ça, là. Ben oui, je le sais. Juste quand je te regarde, je perds mes idées. Je le sais, c'est l'effet que je fais sur tout le monde. Moi, seulement sur les femmes. Mais, donc, non, je reviens à mon propos parce que ça me revient, j'allais dire, on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et personne n'avait vu l'ampleur des destructions. Mais c'est incroyable. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, à minuit, devait prendre fin la trêve de 4 jours qui a permis tout ça. Bon, ils viennent d'en ajouter 2. 2 journées de plus. Penses-tu qu'ils vont pouvoir allonger ça là, de manière... Moi, je pense que la guerre ne reprendra pas. Tu penses? Je pense que la guerre ne reprendra pas parce que il y a encore à l'intérieur du gouvernement israélien des gens qui sont assez lucides pour réaliser que s'ils relancent la guerre, ils vont perdre tout ce qu'ils ont d'alliés. Je pense que les États-Unis vont être obligés de leur tordre les bras, leur casser les os, je ne sais pas quoi. Mais il est inimaginable que dans les circonstances actuelles, ils recommencent à détruire. Parce que l'ampleur des destructions dépasse l'imagination. C'est pire que Berlin en 1945, au 8 mai 1945. Y a-t-il encore quelque chose à détruire? C'est exactement une bonne question parce qu'elle a été posée à quelqu'un, à un officier israélien qui, évidemment, pédale autant qu'il peut. Et là, les Israéliens ont commis une grave erreur en disant que l'hôpital Al-Shifa, qui était le plus grand complexe hospitalier de Gaza, était un poste de commandement souterrain. Ils ont essayé de toutes les façons d'amener des caméras pour montrer ça. Tout ce qu'on voyait, il y a 6 Kalachnikov. Ah bon, il y en a partout des Kalachnikov à Gaza. Voici l'entrée d'un tunnel, mais on ne peut pas aller dans le tunnel parce qu'on a peur qu'il soit piégé. Bon, la caméra va vers le tunnel. On voit un trou dans le sol, mais vraiment un trou où un humain passerait même pas. Ensuite, on voit que les Israéliens ont détruit tout ce qu'il y a d'équipement médical. Mais là, ils ont mis sous arrestation le directeur général de l'hôpital, puis il n'y a comme pas de nouvelles de lui.
Oui, un peu de nouvelles de lui. Il serait bientôt relâché. Ils l'ont surtout interrogé. C'est sûr que le directeur de l'hôpital, il devait savoir des choses à propos des... Parce que c'est sûr que le Hamas a dû avoir des blessés qui sont passés Oui. par Al-Shifa. Alors c'est sûr que le gars doit être capable de leur dire, oui, on le savait, mais nous autres, on est un hôpital. On n'est pas là pour te dire, ah, t'es un méchant, On crève. sauve pas. Alors, on fait pas ça même ici, hein? Un mafieux qui se fait abattre par un autre mafieux, Tout le monde a le droit à ça. mais l'aide médicale est la même que ce serait pour n'importe qui d'autre. Alors, moi, je dis aux gens que ça intéresse ce conflit-là. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, je veux plus en entendre parler, tout ça. » Je pense que c'est un moment charnière dans l'histoire qu'on est en train de vivre. Mais l'histoire est en train de s'écrire minute en minute. Voilà. C'est passionnant. C'est... Dramatique. dramatique Tragique. aussi. On sent maintenant, par exemple, à CNN, ils ont comme analyste militaire le général Wesley Clark, qui a déjà été le commandant suprême des forces de l'OTAN, bon, qui est assez connu aux États-Unis, qui a même essayé d'être élu ou être choisi candidat démocrate pour l'élection en 2008, je pense. Pro-Israël, totalement et aveuglément. Soudainement, on sent Wesley Clark commencer à dire, ben là, sur le plan militaire, je sais pas... Tu sais, si tu dis, mais oui, mais il faut que je finisse de détruire le Hamas, si je suis le raisonnement, ça veut dire que je vais finir de détruire l'endroit. Parce qu'ils ont peut-être, à l'œil comme ça, détruit, mais détruit en poussière. En poussière. Tout le nord. Tout le nord, puis une bonne partie du Puis une sud. autre partie du sud. Puis tout ce qu'il y a d'infrastructure, c'est pas demain quand même qu'on dirait on reprend l'électricité, il n'y a plus de réseau qui fonctionne, il n'y a plus de gaz qui est capable Il n'y a de pas de passer. maison à éclairer. En passant, avant qu'on termine, il faut mentionner que cette trêve-là n'a pas juste servi à libérer des otages. Faire rentrer de l'approvisionnement également. Et beaucoup, environ 350 à 400 camions par jour. C'est beaucoup, c'est pas assez, mais c'était 30 avant la trêve. Alors, d'abord, sur le plan humanitaire, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait chaud au cœur de voir enfin, il va arrêter, enfin, il va couler moins de sang. Et la trêve a été totalement respectée. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré de part et d'autre. Espérons que ça va continuer comme ça, parce qu'on en a marre de voir des photos d'enfants, des photos d'otages, des photos de familles qui sont en attente des nouvelles de leurs proches. C'est pas la fin du conflit, mais je pense que c'est le début de la fin de la guerre. Le conflit, on verra, mais on va y aller petit à petit. C'est un cessez-le-feu qui est en place. Quoi que les gens disent, c'est un cessez-le-feu qui est en place. Une trêve. Il n'y a plus de personne qui tire sur personne. Il y a eu suffisamment de morts, d'enfants. Ça suffit. Et je vais terminer en parlant de la petite Abigail. C'est Oui. une petite fille de 4 ans qui était dans un kibbutz avec ses parents, où elle habitait. Elle a 4 ans. Et là, les capotés du Hamas arrivent dans la place, tirent partout. Elle se sauve. Au départ, elle se blottit dans les bras de sa mère. Sa mère se fait abattre à bout portant. Le père ramasse la petite, la cache pour qu'elle se fasse pas tuer ou blesser. C'est lui qui reçoit une balle dans la tête. Elle est toute seule. Elle se met à courir vers les voisins. Il l'amène dans le sous-sol, dans la cave, comme on dirait ici. Elle est cachée là pendant plusieurs heures. Et finalement, elle devient otage du Hamas. Elle a été libérée hier. Elle a eu 4 ans avant-hier. Et elle est belle comme un cœur, comme un amour. Elle se retrouve sans père. Elle savait pas, au moment où on a vu sa libération, évidemment que la petite ne savait pas que son père était mort, sa mère était morte, ses frères et sœurs étaient morts, son oncle était mort. Alors tu regardes ça, là, et évidemment, les Américains qui ont le sens du show business comme personne, Joe Biden en avait fait comme... Toutes les fois qu'il a pris la parole depuis 10 jours, il parlait toujours de la petite Abigail qui va vivre son 4e anniversaire en otage. Mais de la voir libérée, et tu sais, des allures de petite fille aux cheveux un peu bouclés, elle était, t'as envie de la prendre dans tes bras puis de lui dire « Je t'aime et j'aime tous les enfants du monde ». Ça, c'est bien dit. Luc Lavoie, merci beaucoup. Merci.